Et avant de débuter, je vous préviens, je vais complètement spoiler ce film qu'étrangement, énormément de gens n'ont pas vu, alors qu'il est génial. Donc si c'est votre cas, filez donc le regarder et revenez plus tard. Allez, chou, chou. Ok, il reste que les connaisseurs? Ouais. Dankeschön, Dankeschön. Thank you for all the joy and pain. Picture show. Ferris Bueller est un adolescent sûr de lui, aimé de tous, ou presque, et surtout un très beau parleur capable de se sortir de n'importe quelle situation. Le film débute sur Ferris, qui a dans l'idée de faire de sa journée une folle journée à sécher les cours, et la première étape inévitable pour cela, c'est de convaincre ses parents qu'il est malade. Ce qui s'avère extrêmement facile, mais sa sœur voit clair dans son jeu et est légèrement deg que son frère puisse avoir une journée de vacances alors qu'elle n'a jamais le droit à un pet de travers. Ah, l'injustice de l'enfant préféré. Le plan de Ferris fonctionne à merveille, et après quelques défonçages du 4e mur du plus bon effet, le film se permet de me rappeler avec une violence inouïe à quel point les cours, c'était chiant. Rien ne demandait autant de cruauté. C'est là que commence l'un des récits secondaires du film, tout le monde s'inquiète de la santé de Ferris et la ville entière va tenter de l'aider ou de lui remonter le moral, puisqu'à cause d'un téléphone arabe sacrément rapide, tout le monde pense qu'il est en danger de mort. Mais pendant ce temps, un autre adolescent est absent, et pour le coup, lui, tout le monde s'en fout. On rencontre alors Cameron, le meilleur ami de Ferris, qui est cloué au lit par la maladie. Ferris le tanne pour qu'il vienne le chercher en voiture, puisque ce dernier n'a pas de voiture. Mais il a une chaîne stéréo complète, un ordinateur, et un synthétiseur qui à l'époque devait bien coûter 5000 boules, et je suis généreuse. Mais du coup, Cameron, après moult délibérations avec lui-même, se rend chez Ferris. En parallèle, au lycée, c'est l'heure de découvrir le très colérique principal Ed Rooney, qui supporte les manipulations de Ferris Bueller depuis bien trop longtemps selon lui. Genre, même pas 3 ans du coup. Mais il en a assez. C'est le 9e jour de sèche que tente Ferris, et ce sera son dernier. Enfin non, puisqu'il menace de le faire redoubler, mais du coup ça le ferait rester 1 an de plus. La goutte qui fait déborder le brodo, c'est lorsque le soi-disant père de la copine de Ferris, Sloane, appelle le lycée pour annoncer la mort de sa grand-mère. Bien sûr, ce n'est qu'une entourloupe de plus de la part de Ferris, qui, aidé de Cameron, l'a fait complètement à l'envers à Rooney, entre autres, piquant la Ferrari inestimable du père de Cameron. Le trio, maintenant libéré de leur prison et au volant d'une super bagnole, passe leur folle journée à Chicago. Ils laissent leur caisse dans les pattes de quelqu'un de très sérieux et foncent à la Sears Tower, à cette époque la tour la plus haute du monde, pour ensuite s'incruster dans un resto chic, français bien sûr, en passant d'abord par la bourse de Chicago pour une raison que je ne saisis pas trop. Au resto, Ferris se fait presque gauler mais réussit à s'en sortir comme à son habitude, non sans l'aide de ses amis. De leur côté, Rooney comme la sœur de Ferris, Jenny, se font leur mission d'attraper Ferris et de montrer sa vraie nature à tout le monde. Bon, les deux n'y arrivent pas trop. J'adore ce film. Le trio se rend à un match des Cubs où Ferris attrape carrément une balle, puis au Art Institute de Chicago. Et enfin dans une parade qui existe vraiment, The Mercantile Exchange, qui est en gros une parade sur la culture allemande à Chicago, où Ferris fait du lip-sync sur Dankeschön et Twist and Shout, devant une foule en délire. Tout le monde danse, tout le monde chante, pendant que Cameron et Sloane ont une conversation super profonde sur l'avenir, les études et la vie parfaite de Ferris. Et j'ai toujours trop envie de bouger mon popotin avec tout le monde sur cette séquence. Et on a toujours droit à Rooney et Jenny qui... Putain, j'aime ce film. Ferris, Cameron et Sloane récupèrent la Ferrari intacte, mais avec un kilométrage beaucoup plus élevé, ce qui fait paniquer Cameron qui n'était pas censé toucher à la bagnole. Il part donc en complète crise de catatonie, étrangement terrifiante pendant un bon moment. Ferris nous révèle enfin complètement la raison de cette folle journée. Dans quelques semaines, lui et Cameron finiront leur dernière année de lycée, et vivront leur dernier été d'adolescent à travailler, pour ensuite partir dans des écoles différentes, alors que Sloane sera en terminale. Cette journée est celle qui doit compter, celle dont ils se souviendront alors qu'ils seront bloqués derrière un bureau. Mais cette journée, elle est surtout pour Cameron, qui, bloqué par des parents complètement distants et ignorants, et la peur de les décevoir, n'a jamais ne serait-ce qu'essayé de vivre son adolescence. Tout ça, Ferris l'a fait pour que Cameron ait au moins une journée mémorable qu'il pourra raconter à ses gosses dans 10 ans. Mais pendant ce temps, Jenny tombe par hasard sur Charlie Sheen, au commissariat pour consommation de drogue. Il y a des blagues qui vieillissent pas très bien, hein. Et après une leçon sur le fait qu'elle ne devrait pas vivre sa vie à se préoccuper de son frère, mais plutôt d'elle-même, c'est le crush et... Ok, j'étais pas née dans les années 80, je suppose que Charlie Sheen était censé être un bad boy sexy, mais... Ouais, non, moi je connais que ce Charlie Sheen là, donc ça passe pas.
Cameron, Ferris et Sloane essayent en vain de faire reculer le kilométrage de la voiture en la faisant rouler en marche arrière. Cameron doit faire face au fait que son père remarquera forcément qu'il a touché à son bébé. Et pète complètement les plombs. Il frappe la voiture, défonce la carrosserie, les phares, il se lâche totalement. Et Alan Ruck, l'acteur de Cameron, nous fait complètement ressentir la frustration d'un ado qui a passé des années à se la fermer par trouille des répercussions. Mais bien sûr, aucun d'entre eux n'a pensé à arrêter la voiture pendant tout ça, donc... repose en paix, voiture. Ferris propose à Cameron de porter le blâme, puisque... oui, techniquement c'est vrai, c'est sa faute après tout. Mais Cameron décide qu'il est temps que son père et lui aient une discussion sur tout. Ah oui, après une dernière déclaration d'amour à Sloane, Ferris rentre chez lui au dernier moment, Rooney le prend en flag, mais Jenny aide Ferris puisqu'elle a pécho grâce à lui, et Rooney ne dit rien puisqu'il est entré par effraction chez les Buller. Ferris arrive au lit pile au bon moment, et ses parents ne sauront jamais rien de toute cette folle journée. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La folle journée de Ferris Bueller, sortie en 1986, est réalisée par John Hughes, le même John Hughes qui avait déjà réalisé 16 bougies pour Sam, Une créature de rêve, et Breakfast Club, tous avec ce même thème de l'adolescence. Clairement, ses deux plus gros succès sont Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller. Si vous avez vu ne serait-ce qu'un des deux, vous savez déjà pourquoi. John Hughes était un de ces adultes qui arrivait à parler d'adolescence sans condescendance et avec un humour cru qui ne se veut pas du tout familial. Y a qu'à voir certaines blagues de Ferris Bueller. Your ass is mine. C'est I came to help restore your pluck, 'cause I'm the nurse who likes to... c'est pas juste pour les jeunes. What a little asshole. C'est pour tous ceux qui ont été adolescents ou qui le sont en ce moment. Légèrement immature. Complètement irrespectueux. So that's how it is in their family. Et sans pincette, mais toujours de bonne foi. C'est un humour que personnellement j'aime énormément et qui était la signature de John Hughes. Au final, Hughes n'a réalisé que 8 films qu'il avait aussi écrits dans sa carrière, mais a été très prolifique niveau écriture de scénario. Mr. Mom, Maman j'ai raté l'avion, Beethoven, Danny la Malice, Flubber, Les 101 Dalmatiens, non celui-là, Les Visiteurs en Amérique, bordel. Alors, on va pas faire genre qu'il y a que du bon dans ce qu'il a écrit. Même dans ce qu'il a réalisé, bon, les moins bien sont loin du niveau de son meilleur. Il a réalisé son dernier film en 91, mais a continué à écrire jusqu'à sa mort en 2009. Il a apparemment écrit le script de La folle journée de Ferris Bueller en seulement 6 jours, ce qui me paraît assez logique, vu la méthode de réalisation de Hughes que je vais vous décrire dans quelques minutes. Et ouais, moi je fais du tease pendant une vidéo, je suis une folle. En passant, l'idée d'une suite a été lancée, et heureusement, a été abandonnée. Il y a donc un dieu à Hollywood. Et merde! Alors, quel pourrait être le thème d'un film qui se dit être une comédie adolescent? Le conflit qui pourrait se créer entre les ados et les adultes? Non, même si l'antagoniste principal du film est un adulte, l'antagoniste secondaire, elle, est une ado, et tous les autres adultes présents dans le film sont plutôt cool. Alors est-ce que c'est le fameux passage à l'âge adulte? Eh bien pas vraiment. Les personnages se posent la question de leur avenir bien sûr, mais le film se passe pendant une folle journée. On est dans l'appréciation du présent plutôt que l'anticipation du futur. Alors est-ce que justement l'idée c'est de vivre au jour le jour? Pas complètement. Le trio d'adolescents profite de cette journée, certes, mais seulement de cette journée. Ils comptent bien bosser pendant leur été, aller à l'université, ils ont prévu leur avenir. Ils vont pas juste tout balancer par la fenêtre. Mais alors c'est quoi? En vrai, le thème est plutôt clair, c'est l'adolescence, que ce soit l'adolescence croquée à pleines dents de Ferris, celle qui a la tête sur les épaules de Sloane, celle qui est ratée par jalousie de Jenny, ou celle dépressive et perdue de Cameron. C'est l'adolescence qui nous est montrée de manière légèrement exagérée, mais tout à fait honnête. Ferris est une version parfaite d'un adolescent qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui aime la vie et veut la vivre à fond, dans ses actions comme dans ses paroles. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Tout le monde l'aime, sauf 2 antagonistes, et encore, tous les lycéens le connaissent, la ville entière est prête à venir à son secours pour une maladie fictive, Ferris est parfait. En tout cas, si vous lui faites confiance. Si vous êtes contre lui, vous finirez mal. Et même s'il commet crime après crime, qu'il manipule absolument tout le monde, c'est jamais fait avec de mauvaises intentions.
En fait, même s'il est très futé, Ferris est très naïf. Tant que lui et ses amis passent du bon temps, selon lui, tout va bien. C'est une logique qui ne marcherait pas avec un personnage plus jeune, puisqu'il n'aurait pas tous les outils pour profiter de cette folle journée, et qui ne marcherait pas non plus avec un personnage adulte, parce que la vie d'adulte c'est nul. Mais c'est aussi pour ça que son personnage fonctionne aussi bien chez les spectateurs adolescents que chez les spectateurs adultes. Pour les adolescents, il sert de rappel qu'ils doivent aussi profiter de leur jeunesse, pas seulement penser constamment à leur futur. Et pour les adultes, il sert de souvenir de ces années passées et des folles journées qu'on a vécues. C'est marrant parce que ce genre de personnage hyper sûr de lui, qui réussit dans absolument tout ce qu'il entreprend, peut très vite être raté et donner un personnage imbu de lui-même et insupportable. C'est toi que tu regardes là-dedans. Mais Ferris fait tout ce qu'il fait pour ses amis, et avec constamment cette envie de leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel, quoi que ça en coûte. La vie, selon Ferris, doit être faite de souvenirs comme celui de cette journée. Des souvenirs que l'on appréciera d'autant plus une fois qu'on sera bloqué derrière un bureau toute l'année. Sans tout foutre en l'air, il faut en profiter tant qu'on peut, sans aucun des soucis de la vie adulte. Sa vision de l'amour représente bien son côté jeune naïf. Il aime Sloane et est convaincu qu'ils se marieront dès qu'elle quittera le lycée, alors qu'elle, de son côté, n'a pas l'air franchement sûre. Elle est beaucoup plus terre-à-terre, logique. Que ce soit avec Ferris et ses folles déclarations, ou Cameron et sa vie paumée, elle est finalement le personnage le plus réaliste de tout le film. Elle est amusée par tous les coups manipulateurs de Ferris, mais ajoute cette aura de calme et de réflexion pendant tout le film. Elle fait rien de grandiose pendant cette folle journée, elle suit Ferris et profite du spectacle. Et quant à Cameron, on va reparler de Cameron. Ce film transpire l'honnêteté par tous les orifices. C'est pas l'image parfaite pour le coup. C'est assez compliqué de décrire pourquoi un film est honnête. Mais pour ce film spécifiquement, on a de la chance parce qu'il y a plusieurs éléments très concrets qui peuvent l'expliquer. C'est entre autres pour ça que je tenais à en parler. Tout d'abord, le film est rempli de scènes et de détails improvisés par les acteurs. Mais quand je dis rempli, c'est rempli, hein. La réponse de Grace au téléphone, c'est improvisé. Ferris qui chante sous la douche, c'est improvisé. Tout le contenu du cours de Ben Stein, c'est improvisé. Ferris qui joue de la clarinette, c'est improvisé. Ces personnages qui dansent sur la musique jouée pendant le tournage, c'est improvisé. Ce morceau de synthé qui tousse, c'est improvisé. Ferris qui balance Sloane dans l'eau, c'est improvisé. La parade du film est une vraie parade qui a lieu à Chicago. John Hughes a pu tourner une journée pendant la parade et une journée hors de la parade. Toute la foule que l'on voit était soit là pour la parade le premier jour, soit là pour participer au tournage qui avait été annoncé sur une radio locale. Donc la foule, c'est improvisé. À côté de ça, on a la coupe de cheveux de ce personnage qui a été faite par l'actrice Eddie McClurg, qui était la seule sur le plateau de tournage à savoir comment faire une coupe authentique des années 60. Ce qui a donné lieu à une blague de John Hughes sur le tournage qui voulait savoir combien de crayons elle pouvait cacher là-dedans, ce qui ensuite est devenu l'une des vannes du film. Et en plus, la chambre de Ferris a été entièrement designée par John Hughes, qui a reproduit sa propre chambre d'ado. Toute cette espèce de spontanéité qui transpire à l'écran, elle n'a été possible que grâce à la réalisation de John Hughes, qui a dit lui-même « Je sais comment mon film commence et comment il finit, je ne connais pas le reste ». Mais c'est pas très grave. Ce ne sont pas les événements qui comptent, ce qui compte c'est comment les personnages vivent ces événements. Pour ce film, je voulais créer un personnage qui pourrait gérer chaque événement et chaque personne. Cette façon de penser le scénario permet énormément de place au naturel, aux réactions réelles des acteurs, et à leur improvisation dans tous les sens. Et le coup de génie de réalisation de John Hughes, ça a été de profiter de ce côté naturel plutôt que d'essayer de le contrôler. Dans le genre anecdote de tournage, on a aussi Charlie Sheen qui n'a, selon lui, pas dormi pendant 48 heures pour se préparer pour ce caméo. D'ailleurs, petite parenthèse tant que je suis sur ce personnage, qui devait s'appeler Garth Volbex. C'est Volbex là. Apparemment dans le script original, il était censé être un ancien ami de Ferris, qui vit dans une famille vraiment pas ouf. Ils étaient amis au collège et Ferris a voulu essayer de l'aider, mais au final Garth a arrêté ses études au lycée. Cette backstory devait servir à montrer pourquoi Ferris tient autant à aider Cameron, puisqu'il a déjà échoué à aider Garth. Je savais pas trop où placer cette histoire plutôt intéressante sur un personnage tellement random, donc voilà. Ce qui est rigolo aussi tant que j'y suis, Charlie Sheen a une tête à claque. Il a une tête à claque, ce qu'il s'est lui-même dit en voyant sa scène dans le film. Qui se serait bien foutu une baffe. Au moins, il est honnête avec lui-même. Le film a cette aura de bon esprit qui ressort à tous les coins de pellicule. Il n'y a pas une once de négativité, ou en tout cas, celle présente est tellement cartoonesque qu'elle ne paraît pas du tout méchante.
le mélange du méchant très méchant qu'on veut voir puni à la Disney et d'un humour irrespectueux pour ados et adultes rend le tout hyper satisfaisant. On n'a pas de discours qui prend les jeunes de haut, pas de morale sur le fait qu'il faut toujours travailler, toujours faire de son mieux, toujours se crever à la tâche. Non, on a besoin de folles journées de temps en temps. Des journées dont on se rappellera dans des années. Des journées où on s'occupe de soi, on se fait plaisir, on ne se préoccupe pas du boulot ou de l'école. Ou de plein d'autres trucs. Mais il y a une séquence du film qui sort du lot. Une séquence plus sérieuse que les autres dans ce qui est le deuxième acte plutôt léger du film. Celle du musée. D'abord, cette séquence représente très bien le plaisir de flâner dans un musée, même sans comprendre grand-chose à ce qu'on voit. J'ai l'impression que les musées sont souvent la victime de la blague, juste parce qu'il y a cette aura pompeuse qui entoure l'art en général, et encore plus l'art contemporain. La première fois que j'ai vu que dans une comédie pour adolescents, les personnages allaient dans un musée, j'étais convaincu que la blague de très haute qualité serait de montrer des œuvres contemporaines et de s'en moquer allègrement. Mais j'étais une tasse de peu de foi. Il s'agit d'un moment très agréable, très simple. Les personnages ne sont pas des grands connaisseurs d'art, mais peuvent très bien apprécier l'expérience. Et ce côté flânerie d'après-midi est assez logique, puisque John Hughes a passé son adolescence à se réfugier dans ce même musée, qui est donc l'Art Institute of Chicago, et qu'il l'aime profondément. Mais surtout, cette séquence contient un excellent moment de narration sans aucun dialogue. Pendant que Ferris et Sloane roucoulent dans un coin devant une œuvre qui les entoure de lumière bleue, c'est romantique tout ça, Cameron est seul devant une œuvre particulière. Il fixe un tableau de Georges Seurat, appelé Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Très connu pour avoir, créé le pointillisme. Même si Seurat appelait cette technique le divisionnisme, mais comme la vie est une pute, c'est même pas le créateur de la technique qui a pu lui donner son nom. Bah alors je me permets de partir dans une tangente analyse d'œuvres d'art, même si... en fait c'est ce que je fais déjà sur les films, hein. Georges Seurat, peintre ayant vécu de 1853 à 1891, était un grand fan des impressionnistes. Pour ceux dans le fond, les impressionnistes avaient pour but principal de retranscrire en images, des impressions, avec une préférence pour les sujets réalistes et les scènes en plein air. Mais Georges Seurat, vers les années 1880, entend parler de pas mal de théories scientifiques sur la perception de la couleur. Tout fifou de ce qu'il apprend, il va bien naturellement inventer une nouvelle technique et au passage une nouvelle théorie picturale. C'est un dimanche rondement mené, quoi. Plus sérieusement, sa technique consiste à appliquer des petites touches de couleurs, souvent des points, en utilisant que les couleurs primaires, donc jaune, rouge et bleu, et secondaires, orange, violet et vert. Ce qui fait que la peinture n'est lisible qu'une fois éloignée de l'œuvre. Bon, tout ce petit cours d'histoire de l'art pour déjà montrer que l'histoire de l'art ça peut être cool, mais surtout pour en venir à ce dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte dans Ferris Bueller. Alors que les deux amoureux profitent de l'art qui les entoure pour se pécho et finir par ignorer l'œuvre autour d'eux, Cameron est bloqué sur cette peinture. Cette peinture qui est une des rares que l'on peut lire lorsque l'on entre dans une pièce et qui devient illisible quand on essaye de s'en rapprocher. Une peinture qui, une fois notre nez collé dessus, perd tous ses détails plutôt que d'en gagner. Cameron bloque sur la petite fille si intrigante qui nous fixe au centre de la toile. Il la fixe et le montage se rapproche toujours plus d'elle et de lui, jusqu'à ne devenir qu'une suite de points colorés qui n'ont plus de sens. Cette scène dénote complètement du reste du film. C'est pas une blague, c'est pas un dialogue, c'est pas lié à l'histoire, et c'est pas gratuit. Je vois cette scène comme une description de Cameron lui-même, et de sa vision sur la vie. Grâce à ce montage qui les met en parallèle, Cameron est cette petite fille, qui à ce moment de sa vie n'a pas de but, il ne sait pas lui-même qui il est. Il ne ressemble à rien. Mais il n'est comme ça que pour lui-même. Ferris, lui, voit l'image de loin et tente de faire reculer Cameron pour qu'il voie l'image dans son ensemble, pour qu'il voie que sa vie a un sens. Il faut juste qu'il prenne du recul. Une autre interprétation que j'aime bien, c'est que ce tableau représente la façon dont Cameron voit la vie. Il est tellement concentré sur ses soucis, et il en a un, qu'il ne voit pas tous les bons côtés de la vie qu'il rate. Il ne voit que des points, là où il pourrait... Là où il pourrait voir le monde. Je sais, c'est gnangnan dit comme ça. Voilà, c'est deux interprétations légèrement différentes, mais pas tant que ça. Dites-moi si vous en avez d'autres, en vrai je suis curieuse. Dans tous les cas, c'est cette scène et plein d'autres petits détails dans le film qui m'ont fait me rendre compte que, même si c'est pas son nom sur l'affiche, Cameron est bien plus important qu'il n'y paraît. Alors, Cameron a une vie de famille pas fofolle. Ses parents sont pétés de thunes et l'ignorent complètement. Tandis que les parents de Ferris checkent souvent pendant le film si leur fils va bien alors qu'il est soi-disant cloué au lit par une fièvre, les parents de Cameron, on les voit absolument jamais. Ils appellent même pas pour prendre des nouvelles alors que Cameron aussi était cloué au lit à cause d'une maladie au début du film. Ça peut paraître léger pour certains comme détail, mais la présence, ou plutôt l'absence des parents de Cameron tout le long du film est constante et très oppressante.
en particulier pour le père de Cameron qui aime clairement plus sa voiture que son propre fils. Et on sait pertinemment en découvrant la voiture qu'elle va mal finir, hein. Cette épée de Damoclès sur la bagnole sous-entend la colère du père de Cameron. C'est pas la voiture qui est importante, c'est le personnage qu'il y a derrière. Donc en tant que spectateur, la tension qu'on ressent en sachant que la voiture va mal finir, c'est finalement l'appréhension des répercussions du père de Cameron. Alors que je le rappelle, on ne voit jamais ce personnage de tout le film. Ça lui donne une aura hyper oppressante et distante, ce qui est sacrément bien vu. L'amitié de Ferris et Cameron est finalement la seule relation sociale qu'a Cameron de ce qu'on sait. Même lors de l'appel en classe du début, alors que tout le monde s'inquiète du fait que Ferris ne soit pas là, absolument personne ne réagit à l'absence de Cameron. C'est super déprimant. Et même en termes de scénario et d'écriture de personnages, ici le but ultime du protagoniste, Ferris donc, tourne entièrement autour de Cameron, puisque même si Sloane est présente, sa réaction lorsque Ferris lui fait sécher les cours suggère que cette folle journée n'est pas une première pour eux. Ferris et Sloane ont déjà fait ça souvent. C'est Cameron qui doit vivre cette journée. Et Ferris nous le dit clairement lors d'une scène de défonçage du 4e mur, au cas où il y en a qui seraient pas sûrs. Ferris veut permettre à Cameron de vivre au moins une fraction de sa vie adolescente avant de partir à l'université. En réalité, ce personnage est basé sur un ami de lycée de John Hughes, qui selon lui, était paumé. Sa famille le négligeait, il se permettait donc de se dorloter. Quand il était réellement malade, il se sentait bien, parce que c'était trop compliqué et fatigant de s'inventer des maladies. Mais quand il avait vraiment chopé quelque chose, il pouvait enfin se relaxer. C'est une façon hyper toxique de vivre son adolescence et sa relation avec ses parents, ou même le reste du monde. Je vais pas vous faire un cours de psychologie de comptoir, mais ça montre un besoin d'attention tellement profond et triste qui pour Cameron est complètement dû à ses parents distants. Et à vrai dire, la séquence de la destruction de la voiture et la conclusion de l'arc de Cameron, qui maintenant sera obligé de parler en tête-à-tête avec son père et faire face à ses problèmes, cette séquence ressemble énormément à un climax de personnage principal, puisque l'histoire de Cameron est finalement la plus importante et la plus sérieuse du film. Une fois cet arc fini, j'ai toujours la sensation que le film est fini, qu'il n'y a plus rien à dire, et j'oublie qu'en fait le personnage principal normalement c'est Ferris et qu'il doit encore régler quelques trucs. Mais la fin me paraît un peu superficielle comparée à cet énorme climax émotionnel. Je dis pas que la fin n'est pas bien ni rien, Il faut finir sur des blagues et une note positive dans une comédie comme celle-là. Mais pour moi le film se termine avec Cameron. C'est sûrement pour toutes ces raisons que ce film est le sujet d'une de mes théories de fans préférées dans le cinéma. Cette théorie est plutôt connue et elle est même complètement acceptée par pas mal de fans du film. Elle suggère que le personnage principal du film serait Cameron. Ok, pour l'instant c'est plutôt logique. Et que Ferris ne serait qu'un personnage créé par son imagination. Ok, alors. Ferris serait une création de Cameron, l'adolescent parfait qu'il rêverait d'être, extraverti, aimé de tous, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui profite à fond de son adolescence, qui a une vie amoureuse parfaite, des parents qui lui portent beaucoup d'attention. Ok, c'est pas complètement tiré par les cheveux comme théorie, et ça expliquerait pas mal de moments vraiment exagérés du film, notamment celle de la parade, où une foule acclame un ado pour avoir juste fait du lip-sync en tortillant vaguement ses chevilles. On peut aller très loin dans la théorie, en essayant de savoir quelle scène n'a jamais réellement eu lieu, lesquelles ont eu lieu mais où c'est Cameron qui agissait en tant que Ferris. On peut même se demander du coup si la famille de Ferris et la version hors lycée de Rooney existent réellement. C'est ça, la beauté des théories. Mais ça n'est bel et bien qu'une théorie qui, de ce que j'en sais, n'a jamais été validée par John Hughes. Mais je l'aime bien, perso. Et j'aime Cameron, et Ferris, et Sloane, et Rooney, et j'adore ce film, bordel. Et je suis loin d'être la seule. Bon, déjà, je vais arracher le pansement maintenant, Oui, il y a eu une série avec Jennifer Aniston, mais c'était une série très courte, de 13 épisodes seulement, et elle est pas incroyablement mauvaise, mais vraiment pas ouf non plus, donc voilà. Ce film a laissé une énorme marque dans la culture populaire aux États-Unis. Parce que de notre côté de l'Atlantique, c'est pas que le film a été mal reçu, loin de là, mais l'impact ne s'est franchement pas fait ressentir. Il y a même énormément de gens qui ne l'ont jamais vu, ou même qui n'en ont jamais entendu parler, alors qu'il est souvent cité comme l'une des meilleures comédies américaines. Et c'est pas si étonnant que ça, vu que beaucoup de blagues, de lieux et de situations sont particulièrement liées à la culture américaine de l'époque. C'est comme si on imaginait un Canadien qui regarde Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a beaucoup de vannes qui seraient compréhensibles, mais pas forcément très drôles pour les gens qui ne connaissent pas bien la culture française. Mais pour vous faire comprendre l'impact du bousin quand même, voici une liste non exhaustive d'œuvres qui y ont fait référence. Ça peut prendre un peu de temps.
Bref, pour visualiser, dites-vous que Barbara Bush, première dame des États-Unis à l'époque, a cité une des lignes de Ferris Bueller lors d'un discours. Vous imaginez Carla Bruni citer les ch'tis? La référence la plus récente dont je me rappelle, c'est celle dans Deadpool, et il y a même 2 groupes de musique qui ont tiré leur nom de ce film tout de même. Donc voilà, pour résumer, La folle journée de Ferris Bueller est bel et bien l'une des meilleures comédies américaines, mon teenage movie préféré, bien plus réfléchi que ce qu'on pourrait croire, entièrement feel good, qui ne prend personne de haut et qui transpire l'honnêteté de partout. Si vous avez regardé cette vidéo sans aller voir le film, eh bien déjà c'est pas bien, vous m'avez pas écouté, mais foncez le voir maintenant. Bah, ça fait du bien de parler d'un film aussi bon et qui n'a pas de suite. Bon alors j'ai aucune idée de quel sera le prochain sujet d'analyse, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao. Oh, c'est bon là, cassez-vous, c'est fini. Allez, oust.